Bonsoir, bienvenue dans le journal de Public Sénat. Les titres de ce 18h, la pression de l'opinion publique aura été la plus forte. Un décret contre les stocks options et les bonus dans les entreprises aidées par l'État sera mis en place dès la semaine prochaine par le gouvernement. Face au tollé provoqué par l'annonce de son bonus de 7 700 000 euros, le PDG de GDF Suez renonce à ses stocks options. Et puis la peine maximale requise contre Yvan Colonna, réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible de 22 ans pour l'assassinat du préfet de Corse. Verdict rendu demain. Barack Obama sera en France pour les cérémonies de célébration du 6 juin 1944, jour de l'anniversaire du débarquement sur les côtes normandes. Comme tous ses prédécesseurs depuis Jimmy Carter, il sera présent pour ce 65e anniversaire. Et puis dans ce journal, un débat autour de la prime qui fait polémique. 2 000 euros par an pendant 3 ans pour inciter les professeurs à s'installer en Seine-Saint-Denis, une aide très contestée. On en parlera tout à l'heure avec nos invités. Et puis, il préside actuellement l'autorité des marchés financiers. Il a été secrétaire d'État aux affaires européennes. Jean-Pierre Jouyet nous parle du sommet du G20 de Londres, de la rémunération des patrons et des conséquences en France dans l'affaire Madoff. Mais d'abord, le journal avec les rémunérations des patrons. Le gouvernement préfère la voie réglementaire à la voie législative. Un décret sera mis en place dès la semaine prochaine pour interdire les stocks options et les bonus dans les entreprises aidées par l'État. Pressé par l'opinion publique, le gouvernement a dû choisir. L'exécutif espère ainsi réfréner les ardeurs de ceux qui, au sein de la majorité, veulent légiférer. La présidente du MEDEF juge cette décision compréhensible. Pour le PS, ce décret est une reculade du gouvernement. Flora Sauvage. Un décret plutôt qu'une loi, l'Élysée a tranché. Le gouvernement va interdire les bonus et stocks options aux dirigeants des entreprises aidées par l'État. Le délai est 31 mars pour les entreprises bénéficiant d'aide de l'État. Il faut que d'ici là, ces entreprises aient mis de l'ordre. Et si elles ne l'ont pas fait, le décret les obligera à le faire. Au sein de la majorité sénatoriale, on approuve la voie réglementaire, d'autant qu'un décret est plus rapide et plus facile à appliquer qu'une loi. La moralisation des pratiques de rémunération des dirigeants et des mandataires sociaux relève, je persiste à le dire, d'abord de la responsabilisation, de l'autodiscipline des mandataires sociaux. Cet après-midi, une proposition de loi communiste visait à interdire les stocks options dans un hémicycle à moitié vide. Stock option ou parachute doré, ce n'est que cela, une magnifique niche fiscale et sociale réservée à quelques privilégiés au mépris du travail des autres. Si le décret est acquis, l'idée d'une loi n'est pas totalement abandonnée, car pour les stocks options, il faudrait une loi. Pour les bonus et les parachutes dorés, en revanche, un décret suffirait. On savait qu'ils allaient être mauvais et ils le sont. Ce sont les chiffres du chômage. En février, 80 000 nouveaux chômeurs se sont inscrits à Pôle emploi. Depuis 10 mois, la hausse est ininterrompue. Elle touche principalement les jeunes et s'étend à des secteurs autrefois protégés, comme par exemple l'industrie chimique. Jean-Baptiste Daoulas et Anne-Louise de Rohan. Après l'automobile, c'est au tour de l'industrie chimique de subir la crise. Jusqu'ici, ce secteur se portait bien. Il employait pas moins de 190 000 personnes en France. Aujourd'hui, c'est l'hécatombe. Les plans sociaux, comme chez Continental, ne cessent de pleuvoir. On vit un véritable marasme au niveau de nos industries chimiques, qui comprennent la chimie, le pétrole, le caoutchouc, la plasturgie. Depuis le début de l'année, donc au niveau de notre fédération, nos industries, on recense près de 18 000 emplois supprimés. Il n'y a pas de postes qui sont moins touchés que les autres. Aujourd'hui, que ce soit de l'ouvrier, agent de maîtrise, au cadre, tous les postes sont touchés aujourd'hui. Un coup dur pour le premier secteur exportateur en France. La baisse des ventes automobiles notamment lui a été fatale. Et si c'est du jamais vu dans cette branche, pour d'autres, en revanche, rien de surprenant. C'est en tout cas ce que constatent les élus dans leur département. Il y a encore quelques entreprises du textile, c'est quelques entreprises du bâtiment. Et donc, fatalement, prenons une entreprise du bâtiment qui a une difficulté qu'on connaît depuis 2 ou 3 ans. Le fait que le marché de l'immobilier se rétrécisse ne l'aide pas à s'en sortir. Donc, voilà, c'est un facteur d'accélération des problèmes quelquefois récurrents. Pour éviter que l'industrie chimique ne s'enfonce un peu plus dans la crise, le secteur a demandé à l'État la mise en place d'un plan d'investissement de 1,3 milliard d'euros.
Et l'un des secteurs qui restent les plus touchés par la crise, c'est l'automobile. Et en particulier, les équipementiers et sous-traitants automobiles sont en grande difficulté derrière Renault, Peugeot ou encore Nissan. Ils sont des centaines à subir de plein fouet la crise. Leur situation préoccupe les sénateurs. Et lors de la première journée réservée aujourd'hui à l'opposition et aux groupes minoritaires, ils ont interpellé le gouvernement à ce sujet. Delphine Gérard. Une vraie cellule de crise pour les sous-traitants automobiles, c'est ce que réclament les sénateurs socialistes qui débattaient ce matin dans l'hémicycle de l'avenir de ce secteur. Il y a un fonds pour les sous-traitants, 600 millions. Vous voyez bien que pour PSA Renault, 6,5 milliards pour les sous-traitants, c'est-à-dire des centaines et des centaines d'entreprises dans toute la France, 600 millions. C'est trop peu. Car pour l'heure, le fonds de modernisation des équipementiers mis en place à la suite des états généraux de l'automobile n'a instruit qu'un seul dossier, même si le gouvernement estime avoir pris la mesure de la crise. On a un plan complet, global, pour l'avenir de l'automobile. J'observe d'ailleurs qu'il est repris par l'ensemble des pays européens. La France a été la première à mettre en place un tel plan. Et j'ai auprès de moi une cellule, une équipe qui travaille au suivi, à l'application de ce plan et aussi au suivi des restructurations industrielles qui est le cœur de l'actualité. Et le plan de sauvegarde de l'industrie automobile ne s'arrête pas à l'Europe. Barack Obama présentera dans les jours à venir des aides supplémentaires pour ce secteur. Vif réquisitoire contre Yvan Colonna, absent à son procès. La peine maximale a été requise contre le berger de Cargès, soit la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté. L'accusation a estimé que sa culpabilité dans l'assassinat du préfet Erignac était démontrée et a vivement dénoncé son refus de comparaître. Sylvie Guillot. Cela fait 11 ans qu'elle attend que justice soit faite. Dominique Erignac est persuadée que son mari, alors préfet de Corse, a été assassiné par Yvan Colonna. Mais le berger corse, lui, a toujours clamé son innocence. Condamné à la prison à vie en décembre 2007, il a aussitôt fait appel. Le 9 février dernier, un second procès s'ouvre donc devant la cour d'assises spéciale de Paris. Une cour composée de magistrats professionnels pour juger les affaires de terrorisme. Il est combatif, voilà, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais c'est la réalité. Et puis déterminé à faire valoir son innocence. Yvan Colonna ne cesse dès lors de discréditer la justice en dénonçant un procès politique. Il n'existe aucune preuve matérielle contre lui. Les membres du commando impliqués dans l'assassinat, qui l'avaient désigné comme le tireur, se rétractent. Et parallèlement, un témoin fait des révélations sur 2 complices présumés qui seraient, eux, toujours dans la nature. Les avocats du berger corse exigent alors et obtiennent un supplément d'informations. Le procès est suspendu quelques jours. La défense cherche l'incident à tout prix. À un moment donné, il faut accepter le procès d'Yvan Colonna et pas vouloir à tout prix faire le procès de l'enquête. Mais la défense ne s'arrête pas là. Elle réclame ensuite une reconstitution du crime à Ajaccio. Face au refus de la Cour, le 11 mars, Yvan Colonna claque la porte du procès et ses avocats lui emboîtent le pas. On voulait nous amener à une condamnation qui est déjà préétablie. On nous demandait donc d'être des avocats complices de cette machination. C'est la raison pour laquelle nous avons quitté les débats. Sans accusé ni avocat, le procès Colonna est désormais illégal pour ses défenseurs. La Cour, elle, en décide autrement. Le procès se poursuit donc, mais de manière chaotique. Absents des audiences, les avocats sont en revanche très présents face aux caméras. Grâce à une intense bataille médiatique, ils finissent par semer le trouble au sein de l'opinion publique sur la culpabilité de celui qu'ils présentent comme une victime de la raison d'État. Les avocats des parties civiles dénoncent la lâcheté d'Yvan Colonna et réclament contre lui la sanction la plus lourde. Le verdict est attendu ce vendredi. Voilà, et qu'on rappelle concernant ce procès que la journée de demain, en l'absence de plaidoirie de la défense et de dernière parole à l'accusé, devrait être consacrée aux délibérations de la Cour qui rendra donc son verdict normalement en fin de journée. Nicolas Sarkozy en tournée express en Afrique. En 2 jours, il se rendra en République démocratique du Congo, au Congo et au Niger. Un mini périple au cours duquel le président ne manquera pas de rappeler le thème des relations nouvelles avec l'Afrique sans toujours convaincre. Alain Ritchie. Le drapeau de la rupture est en berne. Pour son 4e voyage en Afrique noire, Nicolas Sarkozy n'aura pas eu la peau de l'Afrique de papa. On est un peu dans cette tension entre le maintien de relations privilégiées avec des pays francophones qui sont des ex-colonies et la volonté de normalisation ou de diversification des relations.
Il faut dire que les liens sont étroits entre l'Afrique et la France. La France est le premier partenaire économique de l'Afrique. Chaque année, les entreprises françaises y réalisent 53 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'ailleurs, le groupe nucléaire Areva vient de signer un accord sur l'exploitation de mines d'uranium en République démocratique du Congo. La rupture, selon le président Sarkozy, est surtout la volonté de trouver de nouveaux partenaires en Afrique, au-delà du précaré francophone traditionnel. Et la France vise notamment de nouvelles puissances africaines qui sont pour la plupart anglophones. C'est le Nigeria, c'est aussi l'Afrique du Sud. La France et l'Afrique, ce sont aussi des relations militaires et de stabilisation politique. Le président français veut un nouvel élan de la coopération régionale, plus de projets en commun en matière de transport et d'énergie pour moins de conflits. En Afrique, la présence militaire française est forte, 4 bases militaires avec plus de 2000 hommes et 5000 militaires déployés sur 5 zones de guerre. C'est un peu un jeu, je dirais, d'équilibriste, on va dire, pour simplifier, entre la réalité politique qui vise des objectifs, on va dire, politiques, militaires et économiques, et le respect des droits de l'homme. L'offensive chinoise et le retour des États-Unis en Afrique laissent peu de marge de manœuvre à la France, surtout sur le plan démocratique. On parle maintenant d'une initiative originale. Barack Obama lance sur Internet la causerie de masse avec les Américains. Ces derniers ont déjà submergé la Maison-Blanche de questions posées via Internet au président qui devrait commencer à y répondre en ligne. Barack Obama n'a posé qu'une seule condition, que les questions portent sur l'économie. On l'écoute. Vous êtes beaucoup à être inquiets. Vous avez beaucoup de questions et vous voulez savoir ce que fait le gouvernement pour redresser l'économie. Vous avez le droit à ces réponses. C'est pourquoi nous allons essayer quelque chose d'un peu différent. Nous allons profiter d'Internet pour que chacun d'entre vous puisse communiquer avec la Maison-Blanche et parler de l'économie. Voilà, on finit par une nouvelle plus légère. En période de crise, certains n'hésitent pas à se payer des voyages très très loin dans l'espace. Notamment, le milliardaire américain Charles Simonyi a décollé aujourd'hui de la base russe de Baïkonour à bord d'un vaisseau Soyouz. C'est son 2e voyage dans l'espace. Tout de suite, la suite du 18h. Le débat, bien sûr, autour de la prime controversée pour les profs de Seine-Saint-Denis. Et puis, à une semaine du sommet du G20, Jean-Pierre Jouyet revient entre autres sur la rémunération des grands patrons. C'est tout de suite. Jean-Pierre Jouyet, bonjour. Bonjour. Vous présidez actuellement l'autorité des marchés financiers, qui est le gendarme de la bourse. Vous avez été pendant 18 mois secrétaire d'État aux affaires européennes. Dans une semaine doit se tenir le sommet du G20 sur la régulation financière. Quels sont, selon vous, les critères de succès de ce rendez-vous ? Je crois que ce qui est important pour le G20, c'est qu'il fixe des orientations politiques qui soient suffisamment précises sur ce qui doit être régulé, réglementé, coordonné sur les marchés financiers, sur les produits financiers pour éviter le renouvellement des crises financières que nous avons connues cette dernière année. Le second point est qu'il faut qu'il y ait aussi une vision commune et une coordination des politiques économiques et des politiques dites de relance de l'activité économique parce que nous sommes dans une situation internationale très dépressive. Alors justement, vous parlez d'une vision commune. Vous-même, Jean-Pierre Jouyet, vous avez beaucoup œuvré pour une meilleure entente du couple franco-allemand. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un front commun, Sarkozy-Merkel à Londres le 2 avril pour un petit peu lutter contre les réticences américaines ? Ça me paraît bien parti et je crois qu'il y a la même vision franco-allemande, d'une part de la nécessité de soutenir l'activité économique, mais en n'oubliant pas que ce sont les États-Unis qui sont à l'origine de cette crise économique et financière et que ce sont les déséquilibres américains qui ont créé cette crise. Donc, et que la situation est moins bonne aux États-Unis qu'elle ne peut l'être en Europe et en tout cas en France. Que deuxièmement, les moyens ne sont pas les mêmes. Donc je pense que sur ce plan-là, vous avez une vision commune franco-allemande. Je pense aussi qu'il y a une vision commune sur le plan de la régulation et une même ambition. Je pense que la France et l'Allemagne souhaitent que l'on contrôle de manière plus efficace ce que l'on appelle les fonds spéculatifs, les hedge funds, pense qu'il faut une meilleure supervision internationale sur le plan des règles bancaires et de faire en sorte que les banques soient mieux à même d'octroyer des crédits à l'économie, pense qu'il faut une certaine stabilité des règles financières, des marchés
organisé pour assurer le financement de l'économie, pense qu'il faut aussi avoir un enregistrement des agences de notation. Donc, sur beaucoup de points, il y a aujourd'hui une vision commune entre la France et l'Allemagne, et je m'en félicite, et je crois que le président de la République a beaucoup œuvré sur ce que j'ai vu pour arriver à ce résultat commun. Alors face à cette vision commune, il y a les priorités des États-Unis et notamment de l'administration Obama, pas forcément la régulation financière, mais d'abord le plan de relance. C'est juste. Le problème n'est pas tant un conflit de vues, j'y reviendrai si vous le permettez, qu'une différence d'agenda. L'administration Obama est une administration qui s'installe et qui a pour première priorité, après les élections, de relancer, d'essayer de faire en sorte que l'économie américaine tienne encore debout. Donc, elle dit, c'est ma première tâche. La seconde tâche est de faire en sorte que le système financier américain, qui a été le plus touché par la crise et qui est à l'origine et responsable de la crise financière que nous avons connue, que ce système financier soit davantage en état de fonctionner. C'est le plan qui a été présenté par le secrétaire d'État au Trésor. Et le troisième aspect est de dire, nous sommes d'accord pour réguler, mais nous avons des processus. Vous avez le Congrès américain, vous avez différents régulateurs américains, vous avez la Banque centrale, vous avez la SEC, le gendarme de la bourse américaine, qui doivent également avoir une vue commune et faire des propositions en ce domaine. Je dirais que l'état de préparation des États-Unis et de l'administration américaine n'est pas la même que celle qui existe en Europe, d'où les décalages qu'il peut y avoir sur le sujet. Ce que je veux dire clairement, c'est que le problème... C'est mesuré, là. Vous parlez juste d'un décalage ? Je vais m'expliquer. Je parle d'un décalage en termes d'agenda. Il peut y avoir des différences de fond, mais je ne pense pas, je peux me tromper, oui, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse dire il y a des Américains qui seraient contre la régulation, des Européens qui seraient pour la régulation et des Britanniques qui seraient entre les deux et qui organiseraient ce sommet. Je crois qu'il y a une volonté forte, ou alors ce serait de l'inconscience, de chacun des participants au G20 d'avoir plus de régulation, plus de transparence, plus d'organisation des marchés, de façon à ce que les investisseurs, les épargnants, ceux qui sont comme vous et moi, les consommateurs, puissent avoir de nouveau confiance dans l'économie. Après, la question, c'est de savoir qui va réguler, jusqu'où et suivant quelle modalité. Et là-dessus, et c'est là où je ne suis pas angélique, il y a des divergences entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe continentale. C'est une priorité des États-Unis, mais pas seulement, de la France aussi. Les chiffres du chômage sont très mauvais encore. On parle de 80 000 chômeurs en plus. Est-ce qu'un deuxième plan de relance n'est pas nécessaire aujourd'hui ? L'important est d'assurer la continuité en termes de soutien à l'activité économique. L'important est de faire en sorte que priorité soit donnée à l'emploi. Je crois que c'est véritablement, et les propos qui ont été tenus par le président de la République le montrent, la détermination première des pouvoirs publics en France, c'est cela qui me paraît déterminant. Après, il convient d'abord de voir quels sont les effets du premier plan de relance, de voir aussi quelles sont les marges de manœuvre, parce que réellement, il faut voir quelles sont les marges qui sont disponibles et prendre en compte le fait qu'en France, comme dans d'autres pays européens, vous avez aussi des systèmes de protection sociale, vous avez des modes d'indemnisation qui sont différents de ce qui existe aux États-Unis. Alors Jean-Pierre Jouyet, vous avez visité beaucoup de pays d'Europe, notamment d'Europe centrale et orientale. Le gouvernement tchèque a chuté en pleine présidence de l'Union européenne et en pleine crise aussi. Quelles peuvent être les conséquences justement sur la présidence de l'Union européenne ? Alors, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas un événement heureux, mais ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement assurant la présidence de l'Union tombe, si j'ose m'exprimer ainsi, alors qu'il assure la présidence. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à l'Italie, dans des contextes qui étaient certes peut-être plus neutres que celui que nous connaissons aujourd'hui et qui est difficile. Ce n'est pas une bonne chose. Je pense que nos amis tchèques qui président pour la première fois l'Union européenne, qui sont les premiers pays de l'ancien bloc communiste à présider l'Union européenne de manière extrêmement symbolique, vont avoir à cœur d'assurer la continuité. Vous pouvez encore assurer la présidence de l'Union européenne sereinement ?
Je pense qu'ils vont continuer à l'assurer sereinement. Ils doivent le faire. Après, que ce soit le Premier ministre actuel ou celui qui sera appelé le moment venu à nous succéder, ou celle d'ailleurs, je pense qu'ils le feront. Je pense qu'il y a une certaine transition et que l'équipe saura le faire. Ouais. Alors Jean-Pierre Jouyet, on va parler de vos fonctions actuelles. Vous êtes à la tête donc de l'AMF qui veille à la protection des épargnants. Combien de Français aujourd'hui ont été floués par Bernard Madoff? Parce que sans le savoir, ils ont placé de l'argent dans des fonds qui ont misé sur Madoff. Combien? Écoutez, j'ai vu des chiffres circuler, les sommes ont... Alors on parle de 5000 victimes françaises, c'est ça? Nous, ce que nous connaissons, ce sont les montants qui sont en jeu à la connaissance de l'AMF, et ces montants sont de l'ordre de 500 millions. Et le nombre? Mais le nombre de personnes, moi j'ai vu des chiffres circuler, je ne peux pas le confirmer. Et l'autorité des marchés financiers ne peut pas le confirmer. J'ai tendance à penser que c'est la barre supérieure, mais je ne peux pas confirmer les chiffres que j'ai lus. Au-dessus de 5000 que c'est la barre, que 5000 est le chiffre supérieur, et que c'est la limite supérieure. Voilà. Mais je ne peux pas, je vous le dis, je suis prudent, je ne peux pas le confirmer. Il faut collecter un certain nombre d'informations auprès de régulateurs. C'est la barre supérieure, donc ce serait autour entre 3000 et 5000. Mais là, oui, mais je suis alors là très prudent dans mes fonctions. Ce que je vous dis, c'est que je n'ai pas d'éléments précis et définitifs. Je suis comme vous, j'ai vu un certain nombre d'informations. Alors Jean-Pierre Jouyet, à chaque jour son scandale, on va dire, sur la distribution des stocks options ou des bonus exorbitants à certains patrons dont les entreprises sont aidées par l'État. Le gouvernement brandit aujourd'hui la menace de la loi, mais semble préférer l'autodiscipline. Quelle est votre position? Je crois qu'il convient de faire une distinction entre ce que sont les limitations de rémunération lorsqu'il y a des aides publiques, et c'est la préoccupation des pouvoirs publics, et elle me paraît légitime, et le souci du président de la République lorsqu'il y a des aides publiques qui sont versées me paraît parfaitement légitime. Après, vous avez effectivement d'autres modes de rémunération. Vous avez les rémunérations des dirigeants, vous avez les rémunérations des traders, c'est une autre chose. Dans ce cas, le rôle de l'autorité des marchés financiers est de faire en sorte que les recommandations qui ont pu être faites par la FEP et le MEDEF, les recommandations qui ont pu être faites par des groupes présidés par Monsieur Pauget pour le compte de Madame Lagarde, que ces recommandations soient suivies des faits et que l'autorité des marchés financiers regarde si ces recommandations sont respectées. Je crois que si on ne comprend pas, et il me semble que dans un certain nombre de cas, on n'a pas compris ce qui se passait, la législation peut s'avérer utile sur un certain nombre de domaines. Elle peut s'avérer utile. Jean-Pierre Jouyet, on parle beaucoup de rémunération en ce moment, et la moindre, évidemment, augmentation de traitement fait couler beaucoup d'encre. Un récent décret stipule que votre indemnité a été augmentée de 50%. On ne vous a pas entendu vous exprimer là-dessus. Est-ce que c'est simplement une rectification pour vous, un ajustement ? Non, mais il n'y a pas du tout d'augmentation de 50%. C'est déjà ce que je voudrais dire. C'est exactement la même rémunération que mon prédécesseur. Après, elle est fixée par les pouvoirs publics et cela, et je m'en suis expliqué, est à la discrétion des pouvoirs publics, et c'est à eux qu'il appartient, comme dans d'autres postes de responsabilité publique, de dire quelle doit être la rémunération du président de l'autorité des marchés financiers. Alors, mais il n'y a pas d'augmentation de 50%. Alors là, c'est parfaitement clair. Dernière question. Quand on lit votre livre, Une présidence de crise chez Albin Michel sur les enjeux de la présidence française de l'Union européenne, on comprend que vous avez été heureux, que ces 18 mois en tant que secrétaire d'État aux affaires européennes vous ont marqué. Au fond, vous auriez pu continuer. C'est vrai, ça a été sans doute l'expérience la plus passionnante que j'ai connue sur le plan professionnel. Ça a été extrêmement vivant. J'ai vécu, servi un président de la République qui a été extrêmement actif, qui a fait en sorte, je crois, que la présidence française soit unanimement saluée sur le plan européen, qui a un bilan européen tout à fait incontestable, qui s'est montré un grand Européen. Je ne le regrette pas. Il se trouve que j'ai un profil qui est davantage, qui est mi-politique, mi-aux fonctionnaires. C'est mon profil, c'est mon tempérament, c'est un autre moment de l'histoire, et j'assume pleinement les fonctions de régulateur qui, croyez-le bien, sont aussi agitées que celles que j'ai connues comme ministre en charge des affaires européennes. Merci beaucoup, Jean-Pierre Jouyet. Merci à vous.
Voilà, donc c'est une interview du président de l'autorité des marchés financiers qui a été enregistrée hier. On parle maintenant du coup de pouce qui fait polémique. 2 000 € par an pendant 3 ans pour inciter les professeurs à s'installer et enseigner en Seine-Saint-Denis. Le rectorat de Créteil expérimentera à la rentrée prochaine dans 19 collèges. Cette aide inédite est déjà très contestée. Regardez ce reportage dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Pierre Bonde-Joseph est allé à la rencontre des acteurs concernés. C'est à chaque rentrée le même casse-tête dans ce collège de 400 élèves classés en zone d'éducation prioritaire. Un quart des enseignants demandent chaque année sa mutation. Difficile dans ces conditions pour la principale d'organiser les cours. Un exemple très précis en tête, précisément une 6e scientifique qui est implantée dans l'établissement, qui a vu le jour cette année. Ce sont 4 professeurs qui travaillent ensemble toute l'année à raison au moins de 3 heures par semaine le mercredi après-midi. Ce projet continue l'an prochain. Si un de ces professeurs demande sa mutation, le projet n'existe plus. Pour remédier à cette valse annuelle, dès la rentrée prochaine, le rectorat va distribuer une aide, 6 000 € sur 3 ans, aux professeurs qui choisissent d'enseigner pour la première fois en Seine-Saint-Denis, officiellement pour les aider à se loger. D'abord, tout simplement être une aide sociale pour les enseignants concernés, donc les accompagner dans leur début de carrière notamment, pour qu'ils puissent être un peu plus à l'aise. Alors même que parfois ils ont des difficultés de logement. Mais c'est une mesure aussi qui, par la même occasion, permet de les inciter à la stabilité. Dans les 19 établissements concernés par l'expérimentation, on parle plus volontiers d'une prime déguisée. La nouvelle s'est d'ailleurs répandue comme une traînée de poudre. Émilie est arrivée il y a 1 an pour enseigner l'allemand. Elle ne bénéficiera pas du dispositif, de l'argent pourtant qui lui fait cruellement défaut. Quand on sort d'un concours, on n'a pas forcément d'économie, donc pour un démarrage, une installation en région parisienne, c'est pas donné, donc oui, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Les syndicats d'enseignants dénoncent une inégalité de traitement. Rien n'est prévu pour ceux qui travaillent depuis des années en Seine-Saint-Denis. Rien, sauf la traditionnelle prime en ZEP, soit 94 € par mois. Elle est avec nous sur ce plateau pour parler de cette prime controversée. Mara Goyer, bonsoir, professeure de collège qui est restée 10 ans enseignante en Seine-Saint-Denis. Dominique Toby, secrétaire national au syndicat des enseignants UNSA. Et Philippe Dallier, sénateur EMP de Seine-Saint-Denis. Bonsoir. On rappelle juste que cette prime, pour y prétendre, il faut être nommé pour la première fois dans l'un de ces 19 collèges et habiter donc en Seine-Saint-Denis. Alors, un premier tour de table pour savoir si c'est une bonne idée. Mara Goyer, on commence par vous. J'ai pas d'idée générale sur la question. Je pense que juste qu'il est intéressant de valoriser les professeurs qui enseignent dans les collèges difficiles, parce que moi qui suis maintenant dans un collège calme, je m'aperçois que c'est pas du tout le même métier. C'est 1000 fois plus difficile d'enseigner dans un... C'est pas le même métier, vous dites? Non, vraiment pas le même métier. C'est pas la même fatigue, c'est pas la même usure, c'est pas les mêmes conditions. Donc qu'on les valorise, je trouve ça plutôt bien. Alors après, j'ai l'impression qu'il y a des questions de détail un peu pernicieuses et qui n'ont pas toujours, mais qu'on valorise les professeurs, oui, et en plus qu'ils aillent dans des collèges difficiles en le choisissant. Ça me semble mieux que d'y aller à reculons. Très bien. Dominique Toby. Écoutez, c'est une annonce. Je crois que le recteur de l'Académie de Créteil est bien dans la bonne ligne de la politique de notre ministre, c'est-à-dire on passe par effet d'annonce. Donc sur le terrain, effectivement, ça explique un peu cette réaction. Je pense qu'il y a des instances où s'il y avait une évaluation sur le turnover des profs dans ces établissements... On parle d'un quart à un tiers des professeurs qui en partent chaque année. Non, mais le turnover est de toute manière au départ très important, puisque les académies de la région parisienne drainent quand même un tiers de tous les personnels de France chaque année. Donc les nouveaux arrivants sont très importants. Donc de toute manière, ce turnover, il est à la base, il existe. Bon, mais là, on a un phénomène d'annonce. Il y a eu des instances qui pourraient faire une évaluation de ce turnover, de la recherche de stabilité dans les établissements scolaires. Or, ce problème n'a pas du tout été abordé. Et tout d'un coup, le recteur arrive avec une initiative. Bon, c'est certainement une idée à creuser, mais nos collègues, effectivement, sont surpris. Et c'est complètement réticente. C'est une idée à creuser pour le moment. Voilà, c'est une initiative qui aurait mérité quand même un peu plus de concertation et qui est mi-aide sociale, mi-recherche de stabilité. Enfin, c'est assez confus quand même. Alors, Philippe Dallier... C'est une bonne mesure pour vous. Les enseignants vont habiter en plus sur place. Tant mieux, effectivement, pour les enseignants qui vont en bénéficier. Bon, en fait, c'est une réponse un peu particulière à un vrai problème. Le vrai problème, c'est celui, effectivement, de la stabilité des équipes enseignantes dans ce département de la Seine-Saint-Denis. Et j'allais dire plus généralement dans les quartiers difficiles. Parce que là, on parle de ce département, mais dans les coins, il y a des coins aussi difficiles dans le Val-de-Marne, il y en a dans le 92, il y en a ailleurs. J'ai l'impression qu'on stigmatise ce département, alors, finalement. Un petit peu. Écoutez, moi, la mesure
mesure existe, tant mieux pour ceux qui vont en bénéficier. Maintenant, une chose est absolument certaine, il faut traiter ce problème de la stabilité des équipes enseignantes. On a, dans le département de la Seine-Saint-Denis, les policiers les plus jeunes qui tombent dans nos commissariats en sortant de l'école. On a les enseignants les plus jeunes qui tombent souvent dans les coins les plus difficiles en sortant de l'école. Il y en a certains qui sont dégoûtés du métier à jamais. Il y en a qui, après une année ou deux, ont vécu des choses tellement difficiles qu'ils renoncent à la carrière. Donc ce qu'il faut essayer de faire en sorte, c'est effectivement d'inciter les enseignants expérimentés à venir dans ce département ou à y rester lorsqu'ils y sont. Et donc, à mon avis, ça passe par des mesures très incitatives sur la progression dans la carrière et des avantages salariaux importants. C'est vrai qu'il y a des primes qui existent. À mon avis, ça n'est pas suffisant. Il faut aller bien au-delà de ça, dans les coins les plus difficiles. Et bien évidemment que ça doit être dans tous les coins les plus difficiles, pas seulement en Seine-Saint-Denis. Mais enfin, j'allais dire, ça a le mérite de pointer du doigt un vrai problème, d'ouvrir un débat. Bien, tant mieux. Merci, monsieur le recteur. Je pense qu'il faut prendre ce problème à bras-le-corps. Voilà, et vous le dites, il y a déjà des primes pour les ZEP, pour les zones d'éducation prioritaires. On nous l'a dit, c'est 90 € par mois. On voit bien que ça ne fait pas la différence parce que il y a d'autres métiers. Prenez au greffe du tribunal de Bobigny, il y a des greffiers qui arrivent. Le jour de leur arrivée, ils déposent leur papier de demande de mutation. Donc c'est très révélateur. Donc ça n'est pas les primes ces primes-là, à ce niveau-là, qui suffisent à les retenir. Il faut aller plus loin. Alors Mara Goyer, justement, on sait que vous êtes restée 10 ans enseignante en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'une prime comme celle-ci vous aurait encouragé à y venir et à y rester? Non, tout d'abord, la plupart des profs qui y vont ne le choisissent pas, donc ça n'était pas un choix. Donc déjà, la question du choix ne se posait pas. Deuxième chose, on parle de stabilité. Je pense que dans des collèges très difficiles de ZEP de Seine-Saint-Denis, c'est bien d'y rester 5, 7, 8 ans. Y rester 15 ans, c'est pas forcément une bonne idée. On devient... je sais pas comment dire, on devient 10 ans. Ouais, limite, j'étais meilleure à 7 ans qu'à 10 ans. Donc cette idée d'installer les profs longuement là-bas, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais c'est vrai qu'il reste quelques années, c'est bien. Et en même temps, autre question, la plupart des profs, ils restent malgré eux quand même. Il suffit pas quand on arrive dans un collège de Seine-Saint-Denis de demander sa mutation pour l'avoir. On l'a au bout de 4-5 ans. Donc ça, c'est un peu un faux débat. Enfin, mais non, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est que la Seine-Saint-Denis, c'est le territoire de la République française. Et des fois, on dit les profs, ils restent malgré eux, etc. Bon, quand on embrasse la carrière, dans une carrière de fonctionnaire, on est au service... C'est la réalité, apparemment. Oui, mais on est au service de la République. Oui. Et ce qui manque dans ce territoire, c'est la présence de l'État républicain. Alors, je sais que c'est difficile. Moi, j'ai grandi là, je vis là, je suis élu ici. Donc, on a besoin de plus de République, mais plus de moyens. Et effectivement, pour que les fonctionnaires aient des conditions de travail correctes, qu'ils soient respectés, c'est très important. Mais il faut pas dire on est là, mais on a envie de partir. On sait que c'est un peu la réalité. Mais c'est bien à ça qu'il faut que l'on s'attaque. C'est la République, la Seine-Saint-Denis, et on a besoin que chacun en prenne conscience au plus haut sommet et qu'on mette les moyens nécessaires pour que les fonctionnaires aient envie d'y rester. Effectivement, 5 ans, 7 ans sont des périodes correctes. Quand on part au bout de 3 ans, eh bien, effectivement, c'est trop court et ça déstabilise les équipes. Dominique Toby. Oui, je pense qu'au-delà du problème qui est vraiment un gros problème à la stabilité des équipes, et Mara le disait, peut-être pas rester 15 ans, mais je pense que ce que le proviseur disait dans l'interview, c'est avoir quand même quelques années pour pouvoir entamer un travail sur le long terme. Mais je crois que ce qui est important aussi pour nos collègues sur le terrain, c'est la difficulté d'exercice. Et cette difficulté d'exercice, elle doit être prise en compte au-delà d'une prime annuelle qui aidera des jeunes collègues ou d'ailleurs des moins jeunes. Qui aidera à se loger. Hein. Qui aidera à se loger. C'est une prime, elle est présentée comme une prime au logement. Voilà. Monsieur Darcos nous a également institué une prime d'entrée dans la carrière pour donc la question financière est une vraie question, la revalorisation financière du métier c'est une vraie question. On espère qu'on va en discuter bientôt. Mais pour en revenir donc à ce souci de stabilité qui est exprimé au détour de cette prime d'action sociale, je crois que la stabilité des collègues aussi elle passera s'il y a un véritable accompagnement de nos collègues dans le quotidien de leur métier. Quand un collègue exerce ce métier, il peut être confronté à des difficultés. Qui l'écoute ? Près de qui il va s'exprimer ? Près de qui il va trouver de l'aide ? On n'a pas le droit à l'échec dans notre métier.
On n'a pas le droit de dire on a des difficultés. Voilà, je crois qu'il faut du monde autour de nos collègues qui ne soient pas isolés, qui aient des équipes de vie scolaire importantes, un chef d'établissement à l'écoute, oui, et aussi une institution qui ne rejette pas systématiquement ce qu'expriment les collègues au quotidien. Et je crois que là déjà on aura une véritable recherche de stabilité également. Philippe Dallier, vous aviez tout à l'heure un discours un petit peu républicain, vous appelez à la solidarité dans ces départements. Quand on donne une prime à des jeunes professeurs et que d'autres qui sont là depuis longtemps, on leur donne pas cette même prime. Est-ce qu'on peut parler d'égalité, de solidarité? Évidemment que ça pose un problème, mais on voit bien que c'est un peu un ballon d'essai qui est lancé pour voir comment cela est accepté, mais on voit bien que si ça avait été présenté comme une mesure salariale, il y avait un vrai problème, puisqu'on ne peut pas effectivement sélectionner quelques collèges dans un département et puis dire aux autres vous n'en aurez pas. Donc je pense que l'explication est là. Donc il faut saisir cette opportunité et ouvrir ce débat. Moi je pense que la discrimination positive, puisque c'était un terme à la mode que je n'aime pas, mais la discrimination positive, quand on prend un collège en ZEP et quand on prend un collège qui n'est pas en ZEP et quand on regarde l'écart des moyens qui sont mis à disposition, ça n'est pas suffisant dans les établissements les plus durs. C'est-à-dire, et même dans le primaire, quand on a 20 ou 22 gamins par classe au lieu d'en avoir 26, 28 dans les coins les plus difficiles, quand les gamins n'ont pas de soutien à la maison, ça n'est pas suffisamment discriminant. Il faut mettre plus de moyens et peut-être réfléchir aux méthodes d'apprentissage qui doivent peut-être être différentes dans ces coins-là. Mais c'est tout ça qu'il faut reprendre et vite, parce qu'il y a urgence. Moi, je vois la situation se dégrader d'année en année dans ce département de la Seine-Saint-Denis et dans les coins les plus durs, c'est partout pareil ailleurs. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience et de tous les élus républicains, parce que c'est la République qui fout le camp dans ces territoires. Aragoye, on le disait tout à l'heure, vous êtes resté 10 ans sur place. Maintenant, vous êtes dans un collège en région parisienne. Mais est-ce que, vous parlez d'une expérience à Paris assez difficile quand vous étiez en Seine-Saint-Denis, mais est-ce qu'elle vous a servi justement pour aujourd'hui? J'ai le sentiment. Aussi. Ah de toute façon, je suis très contente des 10 ans que j'ai fait en Seine-Saint-Denis. C'était 10 ans merveilleux, durs mais merveilleux. J'ai l'impression que ça va tout seul. Oui, j'ai l'impression que d'abord en Seine-Saint-Denis, on bricole, on se débrouille, on s'en prend plein la figure et parfois on réussit. Daniel, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est intéressant. Moi, je me suis pas ennuyée. Et là, j'ai le sentiment que je suis capable de tout faire en classe, d'être confrontée à toutes les situations. Non. Enfin, j'ai l'impression d'avoir les gratifications pas financières. Mais on finit sur cette note positive. Peut-être un dernier mot, Dominique Toby. Je pense que, en tout cas, nous à l'UNSA, on est prêts à discuter, discuter sur l'attractivité, sur ces postes, attirer des personnels peut-être plus expérimentés. Vous êtes ouverts en tous les cas au débat. Voilà, ça pourrait passer par aussi un allègement de services. Merci. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, Enjeu d'avenir qui décrypte la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire, inspiré du rapport Larcher, suivi du portrait du sénateur vert Jacques Muller. Et puis à 22h, comme tous les soirs, votre rendez-vous avec Pierre Sled. Bonne soirée sur Public Sénat.